Chapitre 3. Vie et mort du maître Omram. Je n'ai pas la prétention, en un seul chapitre, de donner tous les événements de la vie du maître Omram, évidemment. Je voudrais juste relater quelques petites choses qui m'ont été relatées, soit directement, soit par des gens très proches du maître Omram. Avec le temps, je suis revenu au bon fin. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Je suis devenu très ami avec Sœur Blagost, qui était la secrétaire personnelle du maître Omram, avec Madeleine Chavanon, qui est devenue pratiquement comme une deuxième maman, pour moi, une amie tellement proche. Yannick Percherencier, comme je l'ai dit, qui était aussi très proche. Et d'autres personnes encore, comme Walter de Belgique, des gens qui sont devenus des élèves et qui avant étaient au bon fin et étaient même très proches du maître Omram. Donc tout cela étant, et comme ensuite je suis retourné au bon fin et j'ai étudié, et j'ai, par des moyens que vous comprendrez, été mis au courant d'énormément de choses secrètes. J'ai été amené à connaître énormément de choses du bon fin, de la vie du bon fin ou de la vie du maître Omram. Je présenterai plus tard des choses choquantes, étonnantes. Pour le moment, je voudrais rester simplement dans la simplicité de la vie de l'enseignement du maître Omram et l'incapacité pour les gens à apprendre. Parce que la plupart du temps, l'ego dont le maître Omram parlait très souvent, je me souviens d'un livre que j'ai lu, Personnalité et individualité, a été un livre qui, lorsque je l'ai découvert, a été très difficile à avaler pour moi, parce que maître Omram savait vraiment décortiquer la différence claire entre l'ego et l'âme. C'est une chose sur laquelle je suis devenu spécialiste et que la plupart des gens m'évitent terriblement, terrorisés, parce que leur ego est parfait et l'individualité, c'est-à-dire l'essence même de l'être, n'existe plus. Il n'y a plus que l'ego, que l'apparence. La personnalité, ça vient du mot persona, le masque que l'on porte pour prétendre que. En tant que psychologue, je peux vous dire aujourd'hui que les gens sont obsédés par le sexe, ce qui est absolument normal, puisque c'est la chose qui est désirable. Le sexe, c'est l'amour. Hein, l'amour d'avoir un partenaire qui nous respecte, qui nous glorifie, qui nous encourage, et que l'on fait la même chose avec l'autre. Et cette glorification, cet encouragement va aussi par le sexe. Et c'est normal, tout le monde en a besoin, mais en même temps, tout le monde le nie. Voilà. Le sexe n'existe pas. Nous sommes dans une société où parfois on me demande « est-ce que tu es spécialité sexologue ?» J'ai dit non, absolument pas. Par contre, tous mes clients viennent me parler de cul. Parce que c'est le problème principal. Donc il y a, on va dire, 95-95%, c'est le sexe. Et puis après, il y a quelques cas où il y a des traumatismes des parents, et très souvent, même des traumatismes plus profonds, se reflètent après dans la vie sexuelle, c'est-à-dire dans la vie amoureuse. C'est très, très, très rare qu'il y ait un cas de quelqu'un qui vienne, qui ait un traumatisme particulier, qui est lié à totalement autre chose et qui ne touchera pas l'amour et le sexe. C'est même rarissime. Et c'est bien normal. Nous sommes des êtres grégaires. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre la foule, le peuple, le programme national, un bon allemand, un bon français, un bon chinois, un bon anglais, il faudrait que nous soyons au courant du fait que nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin d'être acceptés dans un groupe. Nous avons besoin de dormir avec les autres, de se sentir protégés, compris, aimés, motivés. Et toutes ces choses-là, c'est mal. Déjà, c'est le début de la secte, évidemment. Et puis, l'indépendance veut dire solitude. Or, la solitude ne fait pas partie
de notre programme de base. Il nous est virtuellement impossible de vivre juste pour vivre, s'asseoir quelque part, aller travailler, retourner sur notre siège, ne rien faire. Nous avons besoin de lire, d'apprendre, et tout cela pour échanger, pour comprendre, pour demander, pour rechercher. Tout cela est en contact avec les autres, et puis se sentir aimé, protégé, compris, motivé par un certain nombre de personnes. C'est absolument normal, c'est comme si autrement on disait, c'est plus facile de se passer de nourriture, oui, ça s'appelle la nourriture pranique ou le breatharianism, le pranisme, je crois, en français, je ne suis pas sûr, que de se priver de relations. D'ailleurs, je connais des gens aujourd'hui qui n'ont pas mangé depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, oui, absolument, mais ils ont toujours des amis, ils sont toujours entourés. Même ces êtres-là, si on accepte le postulat que ça soit vrai, même ces gens-là qui sont exceptionnels, même Omram, il avait besoin d'amis. Ce qu'il a eu fort peu d'ailleurs. Parce que les gens près d'un maître viennent pour vampiriser, pour prendre. Toujours, toujours ils viennent prendre. Et quand on s'intéresse à l'ego, l'ego n'a été éduqué. Par définition, l'ego c'est une machine de savoir-faire. Voilà. C'est toute la mécanique qui permet à un moteur de fonctionner correctement, à un ordinateur de fonctionner correctement. Donc, tant qu'on est au niveau de l'ego, lui, il veut prendre plus de choses. Plus de matière, plus d'informations, mais pas de vraies connaissances, des informations, des trucs pour que sa machine tourne mieux, pour que son moteur soit plus efficace. C'est toujours pour prendre. Il n'y a aucune générosité, aucune compassion, aucune empathie dans l'ego. Pour toucher la compassion, l'empathie, il faut aller au-delà, c'est-à-dire dans l'essence de ce que nous sommes. L'essence et aussi l'essence est l'apostrophe. Le pétrole, l'énergie solaire qui va animer notre moteur, c'est-à-dire la puissance de l'âme, de cette électricité cosmique qui va animer le moteur pour commencer à utiliser le moteur, non plus pour être perpétuellement à télécharger plus de savoir-faire à travers l'ego, mais une action qui commence à s'occuper des autres, du monde, à produire des fruits, à offrir à l'humanité, quelle que soit la forme de ces fruits, quelle que soit la forme de l'humanité que l'on contacte. C'est toute l'essence et l'enseignement du Maître Omram, qui va à contresens de l'humanité. Donc, moralité, le Maître Omram était seul. Moi, je vous parle dans une immense maison, puisque pour le moment, j'ai 2 appartements, donc ça fait une très grande maison. Et cette maison est totalement vide, il n'y a que moi. Et pourtant, je suis aveugle. Et je suis abandonné comme un rat, seul. Et j'ai passé ma vie à enseigner. J'ai suivi le même chemin que le Maître Omram. Et j'ai suivi aussi, je me suis confronté aux mêmes échecs. L'être humain est divin, parfait. Il ne veut pas entendre le fait qu'il doit apprendre, qu'il doit se transformer, qu'il doit se tourner vers la lumière, vers la divinité, vers la perfection, vers l'accomplissement. Non, il est toujours merveilleux et si on ose le critiquer, on est diabolique, on est méchant, comme le Maître Omram, comme moi-même. Pourtant, le fait que je sois seul, ou le fait que le Maître Omram soit mort comme il est mort, seul et abandonné de tous aussi, n'est-ce pas là la preuve que l'humanité a à apprendre? Si les humains étaient si merveilleux, si glorieux, ne se seraient-ils pas comportés différemment, soit avec moi, soit avec le Maître Omram, soit dans la faim dans le monde, soit les gens qui souffrent, et tout le monde qui s'en fout totalement. Et pourtant, étrangement, l'être humain est parfait, l'ego est parfait, et l'éducation de la société est parfaite. Elle a transformé les gens en zombies, qui partent travailler sans se poser de questions, qui partent faire des choses et retourner pour avoir plus, pour avoir une plus belle voiture, un plus gros ordinateur, mais après on leur dit mais pourquoi faire? Je ne sais pas, c'est juste pour avoir, pour posséder, pour travailler plus, pour produire plus, pour avoir plus d'argent. Mais où tu vas avec tout ça? Je ne sais pas, peut-être en vacances un jour. Oui, calme-toi, calme-toi. Voilà. Et pourtant, l'être humain n'a rien à apprendre, car il est parfait, il est divin. Voilà où on est l'humanité aujourd'hui et dans le passé. Au temps du maître Peter de Norve, sur lequel je reviendrai plus allègrement après,
plus largement après, en Bulgarie, il était entouré d'environ 50 000 disciples. Sans Internet, sans publicité, sans... juste, qu'en dira-t-on, le bouche à oreille. Les gens venaient. En ce temps-là, les gens savaient qu'ils avaient tant à apprendre. Mais aujourd'hui, les gens savent tout. Un jour, le maître Omram était en voyage. J'étais très ami aussi avec les Canquettes, qui sont vraiment devenus comme des membres de ma famille. Il y avait Frédéric Canquette, qui s'est fait appeler Sarah Canquette, et il y avait Pierre-Jean Canquette, et puis il y avait aussi Chudesna Canquette, qui était une jeune fille merveilleuse. Et sa petite sœur, toute petite en ce temps-là, j'ai oublié son nom. Et ils m'ont raconté aussi des histoires où ils étaient. Entre autres, un jour, le maître Omram était par exemple au Canada. Et au Canada, il y avait 2 groupes de la fraternité. Chaque groupe estimant qu'il était le vrai groupe et que l'autre était un faux groupe. Alors, lorsque le maître Omram est arrivé au Canada, eh bien, il y avait les 2 groupes qui l'attendaient, avec 2 hélicoptères. Voilà, ça c'est le vrai groupe. Non, ça c'est le vrai groupe. Donc le maître Omram a bien dû choisir, quoi. Il ne pouvait pas aller à l'hôtel ou Donc il a choisi un des 2 groupes. Et l'autre groupe a été très déçu. Et dans le groupe où il était, il a parlé au responsable et il a dit, voilà, je vais vous demander une chose. Je vais vous demander d'aller dans ce bureau ici, vous avez un téléphone, vous attendez, et dès que j'aurai besoin de quelque chose, je vous appellerai. Et le monsieur du groupe qui avait gagné était très heureux d'être à la disposition du maître et d'être le vrai groupe. Et évidemment, le maître Omram ne l'a jamais appelé. Il l'a laissé coincé dans le téléphone et très souvent, il allait voir l'autre groupe. Et à un moment, le monsieur, très fâché, très frustré, est sorti du bureau parce qu'il n'en pouvait plus, quoi. C'était insupportable. Évidemment, à ce moment-là, le maître Omram lui a téléphoné en lui demandant quelque chose qu'il ne pouvait pas demander puisqu'il n'était pas là. Après, le maître Omram l'a convoqué en lui disant « Alors voilà, je vous demande une seule chose et vous n'êtes pas là. » Donc, il a joué avec la médiumnité, avec ses capacités, il a joué avec l'ego, il se moquait de tout le monde parce qu'il jouait sur un échiquier perpétuellement. Hein. Au lieu d'être avec des amis, il devait faire attention à tout perpétuellement. Au Canada, les gens voulaient lui offrir des cadeaux, alors il a dit qu'il adorait les sardines. Alors les gens lui apportaient les sardines des plus grands magasins du Canada, les plus chers, les plus... Et là où il était, il avait une armée de chats dans la villa qu'il avait pour lui. Et tous les soirs, il distribuait des sardines à tous les chats. Et Sœur Blagost, la secrétaire qui était là, était terrorisée à l'idée que les gens puissent découvrir ce qu'il faisait, puisque les gens allaient acheter les sardines dans les magasins les plus huppés du Canada, et tout ça, ça finissait dans l'estomac des petits chatons. Ça, c'était le maître Omram. Un jour, toujours dans cette situation, il y a les 2 groupes qui arrivent devant la villa ensemble, comme un film de cowboys. Et ils viennent chercher le maître Omram pour une soirée quelque part, je ne sais plus. Et chaque groupe argumente avec l'autre groupe en disant que finalement c'est eux qui doivent emmener le maître Omram, pas eux, et ainsi de suite. Enfin voilà. La tension monte, le ton monte, et ils en viennent aux mains. Et finissent par se battre. Et là, le maître Omram est appelé sur le balcon. Donc il sort sur le balcon dans la villa et il les voit en train de se battre. Et là, le maître Omram est très en colère. Il crie vraiment en leur disant qu'ils se comportent comme des bêtes et qu'il n'ira avec personne. Et les gens repartent. Plus tard, le maître Omram se promène dans le jardin la nuit. Il y avait là Sœur Blagost, qui était la mère de Frédéric Canquette, je crois me souvenir. Ouais. Et qui était très souvent avec le maître Omram. Et quand j'ai dit Blagost peut-être, non, c'était Augustine, sœur Augustine. Et Augustine était donc la maman de Frédéric Canquette, ou Sarah Canquette, puisqu'elle avait changé de nom. Et très souvent, elle voyageait avec le maître Omram. Et là, elle avait une toute petite villa dans le jardin.
et elle voit le maître Omram vers les 3 heures du matin en train de se promener dehors. Donc en bonne disciple, elle y va pour dire « Maître, vous voulez une tisane, vous voulez quelque chose ?» Et là, elle arrive et le maître Omram est en train de pleurer à grandes eaux. Elle ne sait plus quoi faire et le maître Omram se tourne vers Augustine et lui dit « Ils comprendront jamais rien, ils comprendront jamais rien. » Et il est reparti en pleurant. Il parlait des disciples, évidemment. Et cette histoire, voyez-vous, j'ai souvent raconté au bon fin à plein de gens qui m'ont dit non, c'est pas vrai. Maître Omram était au-dessus de ça. Il n'était pas touché par des choses comme ça. C'est ce qui vous plaît de croire, comme ça vous n'avez pas de responsabilité. En fait, vous devriez comprendre que si le maître Omram n'avait pas d'émotion par rapport aux disciples, aux humains, il n'aurait jamais adressé la parole à qui que ce soit, là où il se trouvait. Donc, il est trop facile de pouvoir utiliser le maître Omram parce qu'il est disponible et d'imaginer en même temps qu'il n'a pas d'émotion pour les gens avec qui il vit perpétuellement. C'est un mensonge, c'est une manipulation, c'est une horreur. Un mensonge horrible. Comme les humains font toujours. Un jour, il y a une sœur qui... Le maître Omram vivait dans une caravane. J'ai été voir ces caravanes, c'était pas une caravane, c'est vraiment une niche pour chiens. C'était vraiment la plus petite caravane que j'ai jamais vue de ma vie. Je sais même pas si... Enfin, maître Omram n'est pas très grand. Peut-être qu'il tenait debout dedans, mais il devait avoir les cheveux contre le plafond, vraiment. Et moi, j'étais vraiment obligé de me courber pour entrer dans la caravane. Et il s'en fichait, il n'a jamais demandé plus. Et un jour, une sœur a insisté en lui disant « Maître, je veux vous payer une maison. Je veux faire fabriquer une maison, ce sera pour vous. » Et lui, il a toujours dit non. Et puis un jour, la sœur a vraiment insisté. Alors le maître Omram me dit « D'accord, bah, si vous voulez vraiment la faire, alors on va la faire. » Et donc c'est la sœur qui a tout payé pour le maître Omram, pour la villa qui existe encore au Bonfin aujourd'hui, qui est proche d'une petite route qui est entre le Bonfin et le Rocher. Et le maître Omram a rencontré les gens qui voulaient fabriquer la maison, qui voulaient s'en occuper, et qui ont dit on pourrait faire comme ça, comme ça, comme ça. Et le maître Omram a dit non, je voudrais tel matériau, je voudrais des matériaux comme ça, je voudrais que ça soit fait comme ça, ainsi de suite. Et les gens ont dit ça va être compliqué comme vous demandez, on ne sait pas si c'est vraiment réaliste. Bon, on va essayer, maître Omram. Et ils reviennent un mois plus tard, et ils représentent exactement ce qu'ils avaient présenté la première fois, en ignorant totalement ce que maître Omram avait demandé. Donc il représente exactement la même chose, et le maître Omram dit c'est exactement ce que je voulais. Et Sœur Blagos, qui était là, lui a dit, après il lui dit attendez, je ne comprends pas, la première fois vous n'êtes pas d'accord, la deuxième fois, vous dites que c'est exactement ce que vous vouliez. Je ne comprends pas. Et le maître Omram dit quand on fait une bêtise, il faut la faire jusqu'au bout. Donc très souvent, il a été obligé de se replier. La petite histoire par rapport à cette maison qui a été fabriquée, c'est qu'à la fin, il rentre dans la maison et il n'y a pas de rideau. Et il dit, moi, il me faut des rideaux aux fenêtres. Et la sœur qui avait tout payé dit, maître, j'ai vraiment plus un centime. Il a dit, je m'en fiche, je veux des rideaux. Et la sœur a pris les rideaux de sa maison, dit-on, pour les mettre dans la maison de maître Omram, parce qu'elle avait vraiment pour rien, plus 1 euro à mettre pour payer les rideaux. Et ça, je lui avais demandé un jour personnellement, et il m'avait dit la même chose. Quand on veut faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, que cela soit animé par l'orgueil, la prétention ou la gentillesse, il faut aller jusqu'au bout de ses actes pour pouvoir les comprendre totalement. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il a fait qui paraissent, si vous voulez, injustes ou très dures, mais ce que vous ne voyez pas, c'est toute l'attitude humaine. Combien de fois les mêmes choses me sont arrivées? J'expliquais à des gens 20 fois, 30 fois la même chose. Ils ne veulent pas entendre. Ils veulent pas entendre. Il n'y a pas longtemps, il y a un jeune Espagnol qui est venu me voir, Xabi, avec une nouvelle copine. Et sa copine est d'une arrogance. C'est plus un ego, c'est un super ego, c'est un multidimensionnel ego. Enfin. Et j'ai commencé à démontrer à Xabi ce que cette fille faisait. Et très rapidement, il m'a dit « Ok, je sais, j'ai remarqué, donc c'est pas la peine de m'en parler. » Puisqu'il a remarqué, on n'a plus besoin d'en parler. Seulement, ce qu'il a oublié, c'est qu'avant, cet homme, il a été torturé pendant 2 ans par une autre fille.
parce que c'est un homme très, très soumis qui attire vraiment des despotes auprès de lui. Et quand j'ai commencé à lui expliquer ce que l'autre fille faisait pour lui ouvrir les yeux, il m'a répondu « Ok, j'avais déjà remarqué, c'est pas la peine de m'en parler. Je sais déjà. » Donc en fait, c'est son protocole. « Je sais déjà » veut dire « Ne m'en parle pas, c'est pas la peine puisque je sais déjà. » Même si je continue à souffrir, à subir tout le protocole. Et maintenant, il arrive avec une fille, je lui démontre « Ah, t'as vu, c'est comme l'autre. » Et il me dit simplement « Bah oui, mais c'est pas la peine de m'en parler, je sais déjà. » Et c'est reparti. Et c'est ce à quoi je fais allusion par rapport à la vie de Maître Omram. Combien de fois il était obligé de réexpliquer des choses, de raconter des choses, d'expliquer encore et encore et encore et encore. Combien de fois il a dû faire face à des mensonges, à des manipulations. D'ailleurs, plus tard, il m'a envoyé au bon fin pour clarifier de nombreuses histoires d'argent avec beaucoup d'argent, beaucoup d'argent qui avait disparu. Parce que tout le monde s'est largement servi. Tandis que le Maître Omram, par exemple, il n'a jamais écrit un livre, mais il faisait des conférences. Il y a de nombreuses personnes qui notaient ces conférences et qui ont réécrit ces conférences. C'est pour ça que ces livres sont assez simples, puisque ce sont des livres qui sont parlés, en fait. Ça vient d'un speech parlé de quelqu'un qui essaie de toujours faire des choses d'une façon simple. Et à un moment, les impôts découvrent que Prosveta, donc l'éditeur, n'a jamais payé le Maître Omram. Et les impôts condamnent Prosveta à payer énormément d'argent de droits d'auteur au Maître Omram. Ce n'est pas lui qui les a réclamés, ça a été fait, et Maître Omram les a touchés. C'était, je ne sais pas combien, mais beaucoup d'argent. Je sais que c'était beaucoup d'argent. Et avec ce beaucoup d'argent, eh bien, le Maître Omram a acheté le Bon Fin, ou acheté des extensions du Bon Fin, peut-être. Le Bon Fin, au début, c'était un tout petit truc qui a été donné par le frère Jean, si je me souviens bien, un disciple que je n'ai jamais connu, qui était mort avant que j'arrive. Et plus tard, le Maître Omram a acheté plein de terrains autour, et le Bon Fin, aujourd'hui, c'est un très très grand terrain, c'est immense. Et donc, il a tout acheté avec son argent, et puis il a revendu ça à la Fraternité Blanche Universelle, qui est donc une association, pour 1 franc symbolique. Donc, comme requin financier, on trouve mieux quand même. Par contre, il y a eu plein de gens autour de lui qui ont volé, qui ont manipulé, à tel point que plus tard, de des façons que vous ne pouvez pas encore vraiment imaginer ou comprendre, le Maître Omram m'a envoyé au Bon Fin pour clarifier beaucoup d'histoires de vol, beaucoup d'histoires de manipulation financière. Et il y aurait de nombreuses histoires à raconter sur la situation du Maître Omram avec des gens vraiment comme moi. Je veux dire, c'est pas que le Maître Omram est stupide ou que je sois stupide, c'est simplement que les humains sont rendus absolument débiles. Il n'y a pas d'autre terme, débiles. Le Maître Omram disait les chrétiens sont des crétins. Et c'est assez vrai, quoi. Je veux dire, le problème, c'est qu'ils ont une telle formation que chaque être humain est un ego divin, parfait, illuminé, même si sa vie n'est que catastrophe. Je me souviens au Bon Fin de la petite salle, qui est donc une salle de conférence, mais qui est pour les enfants. Donc on peut aller manger dans la petite salle des enfants et on peut écouter la conférence, il y a les haut-parleurs qui sont là. Quand le Maître Omram faisait dans la grande salle, il y a la petite salle des enfants. Et, ah non, c'est peut-être dans la grande salle. Ah non, non, pardon, excusez-moi, non, je me mélange. C'est directement dans la grande salle. Donc dans la grande salle, il y a un frère qui est architecte et qui a dessiné la grande salle. Or, il y a 1 ou 2 fenêtres qui sont inaccessibles. Parce qu'en fait, l'architecte, le frère, a oublié que l'escalier descendait en dessous, il a fait des fenêtres comme ça, il a oublié. Donc en fait, il faut mettre un escabeau ou avec une perche au-dessus des escaliers pour atteindre la fenêtre. Enfin, il s'est planté, quoi. Eh ben non, il ne s'est pas planté, parce qu'il est divin. Donc c'était fait exprès, c'était pour aérer à un plus haut niveau, c'était... Et bien sûr. Donc même des gens qui ont travaillé avec un maître très avancé pendant des années et des années, hein, il y a cet orgueil, il y a ce cinéma perpétuellement. Je me souviens d'un frère qui est arrivé une fois, c'était après la mort du Maître Omram, quand j'étais retourné au Bon Fin, et
il était vraiment, c'était la copie de Maître Omram, quoi. Hein, même cheveux, la même barbe, la même attitude. Et c'est très triste de chercher à copier quelqu'un. Ça veut dire que on n'a pas réussi à transformer son ego et que l'on veut améliorer son ego en piochant de la présentation de Maître Omram pour prétendre être Omram. Or, il ne faut pas prétendre être Omram, il faut être soi-même, avec l'âme et l'esprit, l'intensité de la source de joie, la source d'amour, la source de bonté, directement branchée dans son cœur. Mais on n'a pas besoin d'imiter des gens. Imiter des gens veut dire glorifier l'ego, changer de masque, améliorer son masque, faire des peintures sur son masque pour impressionner encore plus. Mais le masque, on l'a toujours. Et alors ce frère arrive vers moi et il me dit alors depuis combien de temps étudiez-vous avec le Maître Omram? Alors je dis, ça doit faire, je ne sais plus, 3 ans, ou 2 ans, 4 ans, j'ai oublié. Ah oui. Moi ça fait 35 ans. 35 ans déjà. Et je lui ai tapé sur l'épaule, je lui ai dit, oui, il y en a qui sont plus rapides que d'autres pour étudier. Allez, salut, au revoir. Et je suis reparti. Il était outré. J'ai eu, évidemment, beaucoup d'ennemis au Bonfin, parce que je faisais toujours exprès de me moquer comme ça. Et quand je racontais au Maître Omram, il était mort de rire. Il en pleurait de rire, il trouvait ça tellement drôle. Un jour au Bonfin, alors qu'il était encore vivant, on rencontre 2 sœurs qui nous disent... qui regardent la maison du maître avec admiration. Et disent, c'est merveilleux, regardez, le maître, il n'éteint jamais avant 2 heures du matin. Jamais. Et à 5 heures du matin, c'est allumé pour aller lever le soleil. C'est fantastique, il ne dort pas plus de 3 heures par nuit. Et ma copine qui était là déclare tout de suite du tac au tac, elle était plus rapide que moi, à moins qu'il ait peur du noir quand il dort. Et je vous assure que les 2 sœurs n'ont pas apprécié du tout. Et quand j'ai raconté ça à Maître Omram, il tapait sur sa jambe. Il était mort de rire. Il adorait ça. Il adorait que je me moque des gens et que je casse le protocole la plupart du temps, que je joue un petit peu au balourd, qui faisait exprès de ne pas comprendre toutes leurs manipulations de pouvoir, d'arrogance. J'avais rencontré aussi Olivier Martin. Je pense que je l'avais rencontré au Bonfin ou je l'ai rencontré dans un groupe. Je ne me souviens plus. Mais c'était au début, donc on va dire certainement entre 83 90, quelque chose comme ça. Hein, dans cette fourchette-là, je ne me souviens plus exactement. Et à ce moment-là, il était un jeune chevelu, un peu hippie, très arrogant, très pédant. Et une des premières choses qu'il m'a dit, c'est qu'il était la réincarnation du maître Peter de Nove. En toute humilité, en toute simplicité. Hein. Et en ce temps-là, je pense qu'il me disait qu'il voulait éditer un livre, créer une édition Télesma, je crois, et qu'il apporterait la lumière, blablabla. Et quand je l'ai rencontré, quoi, je veux dire... Il était avec sa copine, et lui et elle, je ne me souviens plus du nom de la copine, mais ils étaient dans un cinéma d'arrogance, et j'avais envie de leur dire, mais vous n'avez pas remarqué ce que le Maître Omram me disait, simplicité, humilité, non, bon, c'est pas grave, laissez tomber. Et très souvent, très souvent, j'ai eu des conflits au Bonfin, parce que tout ce cinéma, je ne l'ai jamais accepté. Je ne l'ai jamais accepté, jamais. Donc, je me souviens une fois, j'étais à côté du rocher, je ne sais plus pourquoi. Alors, vous avez le rocher pour lever le soleil, puis après, vous avez un terrain battu sur le côté. Et des fois, quand je prenais un siège de méditation, comme pour faire zazen, je me mettais plus sur le plat, sur la terre, que sur le rocher, qui est très inconfortable, finalement, quand on veut méditer correctement. Et donc, j'étais là, assis, impeccable, et ainsi de suite, dos droit, en train de méditer. Et il y a un vieux frère qui arrive, qui ouvre sa chaise longue et qui l'ouvre devant moi, entre moi et le soleil. Mais franchement, devant moi. Alors je lui dis, ça ne vous dérangerait pas quand même de vous bouger? Merde, alors j'étais là avant vous, vous installez devant moi, c'est incroyable.
Alors il me regarde outré, il dit mais quelles sont ces énergies négatives? Je suis plus ancien, vous devez me respecter. Je dis mais je respecte pas les vieux cons, bougez-vous, allez plus loin. Évidemment, après, ouh là là, les gens étaient mécontents parce que j'étais toujours celui qui était à côté de la plaque, surtout. Hein. Je comprenais rien. Peut-être. Et si la spiritualité, c'est d'accepter ces chantages, ces cinémas, alors je ne suis ouvert à aucune forme de spiritualité. Aucune. Pourtant, en même temps, le maître Omram appréciait énormément ma présence, ma conversation, mon humour, et m'a ouvert la porte comme il n'a pas ouvert la porte à la plupart des gens. Et Madeleine Chavanon, quand je l'ai revue plus tard, elle me disait vraiment... elle était née la même année que le maître Omram, en 1900, et elle est morte à 94, 95, donc grosso modo presque 10 ans après le maître Omram, et j'étais chez elle tous les jours. Elle me racontait des choses, j'étudiais, c'était une femme fantastiquement puissante au niveau du magnétisme et de la médiumnité, et puis tout ce qu'elle avait raconté, c'était une femme adorable, fantastique, merveilleuse. Je l'ai vraiment profondément, totalement aimée. Vraiment. Il y avait son majordome, Javier, qui était très gentil aussi. Et bon, j'avais moins de contact avec lui parce qu'il était souvent discret en tant que bon majordome, mais il était là aussi. Et tout le monde avait beaucoup d'humour, beaucoup de simplicité. Là, quand j'allais chez Madeleine Chavanon, j'allais à la fraternité, la vraie fraternité. Elle habitait aux Amandiers, et c'était la vraie fraternité. Avec simplicité, avec... Moi, j'ai vu la sœur de ma copine, qui a débarqué aussi au Bonfin, et c'est une fille qui, en ce temps-là, était très timide et très discrète, donc elle a voulu rentrer au Bonfin, sans se faire remarquer. Donc elle vient un jour, il y avait un atelier, donc elle vient pour travailler un petit peu pour la première fois, pour découvrir. Et puis elle se retrouve complètement par hasard dans une pièce où il faut faire la peinture. Elle se retrouve avec un monsieur qui est gentil, voilà, ils font la peinture dans la pièce tous les deux pendant tout l'après-midi. Aïe! Le monsieur était aimé par la fille du frère Ciotat. Le frère Ciotat, c'était le leader de l'association Fraternité Blanche Universelle. C'était après le décès du maître. Et ils ont jeté la sœur de ma copine, ma presque belle-sœur, on va dire, ils l'ont jetée à la porte du Bonfin. Ah oui, parce qu'elle a fait exprès de draguer le potentiel copine de la fille du directeur du Bonfin. Et moi, j'ai fait un scandale, et comme je connaissais beaucoup de choses et qu'ils avaient très peur de moi, ils ont fini par la réaccepter, mais parce que j'ai fait des menaces. J'ai dit, bon, ben, je vais parler de ça, on va causer de ça aussi. Dit, ok, c'est bon, on ne peut pas parler avec vous. Donc j'ai souvent été encore pire après, en guerre avec le Bonfin, parce que c'est comme s'ils ne pouvaient pas entendre l'enseignement du maître Omram. C'était un endroit de manipulation, de jeu de pouvoir, C'était terrible. Et plus tard, j'expliquerai plus en avant pourquoi, il y a eu une vraie révolution qui s'est passée au Bonfin, et il y a une centaine de personnes qui m'ont suivi. Et puis il y a une réunion qui était prévue à côté de la maison de Madeleine Chavanon, qui chapeautait un peu tout ça avec son autorité, et moi à cause d'autres choses, qu'on verra plus tard. Et le directeur, donc il y avait le frère Ciotat, c'était le Bonfin, et puis il y en avait un autre, j'ai oublié son nom, qui était le leader de Prosveta, peut-être. Je vois son visage, je ne me souviens plus de son nom. Et lui, il a directement discuté, parlé, dans la grande salle, et il a dit, cet après-midi, il y a une réunion, toute personne qui ira à cette réunion sera chassée de la Fraternité Blanche Universelle. Donc si vous y allez, méfiez-vous. On notera les noms et vous serez jeté à la porte. C'est du fascisme total, quoi. Et malgré ces menaces, ils étaient une petite centainette, là, peut-être moins, 80. Et là, ils m'ont demandé de prendre le pouvoir du Bonfin, de dire, voilà, toi, tu es vraiment l'espoir du Bonfin après Maître Omram,
on voudrait que tu sois le leader. Et j'aurais dit non. J'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant débrouillez-vous. Je ne suis pas là pour prendre le pouvoir. Donc, je reviendrai sur cette histoire, mais ce qui est important, c'est de voir qu'au Bonfim, en droit de démocratie, de fraternité, eh bien, il y a un monsieur, Iji, qui va parler, qui raconte des choses un peu gênantes. Le directeur dit directement, si vous y allez, vous êtes foutu à la porte du Bonfim. C'est comme si les gens n'avaient jamais entendu l'enseignement du maître Omram, mais en même temps, ils sont tellement prêts à protéger l'enseignement qu'ils ne connaissent pas qu'ils ont tous les droits pour protéger cet enseignement et surtout faire le contraire radical de cet enseignement. À la fin de sa vie, le maître Omram souffrait beaucoup, il avait un cancer. Ouh, il ne faut pas dire ça, bah si, il avait un cancer. Et il n'a pas reçu de médicaments, il n'a pas reçu de traitement contre la douleur, parce qu'on devait cacher qu'il avait un cancer. On devait cacher qu'il souffrait. Un maître comme le maître Omram ne souffre pas. Donc elle l'a laissé souffrir dans la douleur et dans la solitude. Absolument. Un de mes amis, qui est devenu mon meilleur ami, le docteur Patrick Camus, qui était donc le frère Camus ou le frère Patrick, qui était souvent au Bonfim et qui avait acheté la maison au Capitou, qui était juste en dessous du rocher. C'était la maison la plus proche du rocher, donc il l'a pas fait par hasard. Hein. C'était sa maison, c'était tout tourné vers la fraternité. Et lui-même, médecin, il a essayé d'aider le maître Omram et on l'a jeté dehors. Non, mais le maître Omram n'a besoin de rien, il est au-dessus de ça. Le maître Omram, environ 4 mois avant sa mort, a dit à sœur Blagos, sa secrétaire, il lui a dit « Ah ben, je vais voyager le jour de Noël, tiens ». Et la sœur Blagos lui a même dit « Mais attendez, maître, le jour de Noël, c'est compliqué de voyager, on ne peut pas voyager, tout est fermé, tout est... Non, c'est vraiment pas une bonne idée. » Alors il sourit et dit « Ah, vous croyez. Bah tant pis, je vais voyager quand même le jour de Noël. » Et la sœur Blagos était là en disant « Il ne comprend rien, c'est un maître, mais il ne comprend rien. » Et en fait, il est mort le jour de Noël. Donc il a voyagé le jour de Noël. Et c'est sœur Blagos qui ne comprenait rien. Et il est mort seul. On l'a retrouvé mort dans sa chambre. Personne n'était avec lui pour l'accompagner à la mort, parce que sa mort était une insulte aux croyances délirantes de la fraternité sur l'identité totalement divine et angélique de Maître Omram. Donc sa mort cassait un peu le cinéma qu'ils avaient sur le Maître Omram. Et ils l'ont laissé mourir comme un chien, comme un rat, seul. Et pire que cela, Maître Omram avait toujours son coussin, il avait toujours son bonnet, un bonnet bien particulier, un truc un peu russe, et sa canne, qu'il disait toujours, c'était sa baguette magique, une canne avec un cristal magnifique au bout. Et tout cela, eh bien, ça a été mis dans son cercueil, quand il était enterré. Faux. C'est un mensonge absolu, parce qu'il se trouve que c'est Yannick Percherencier, un très bon ami aussi, qui a mis en bière le maître Omram. C'est lui qui s'en est occupé. Eh oui. Et il m'a dit, dans le cercueil, il n'y avait ni son bonnet, ni la canne, ni le coussin. C'est absolument faux, ce sont des mensonges. Donc ça veut dire que des gens, toujours pour la bonne raison, hein, ils ont dit « Ah ben oui, mais les gens ne se rendent pas compte, ce sont des instruments magiques que le maître m'avait demandé de protéger. » Donc voilà, ils ont même eu le droit de piller ça, de voler ça. Toujours pour protéger un enseignement divin, un enseignement d'honnêteté. J'avais pris l'habitude au Bonfim d'avoir toujours une corde, enfin une chaîne avec un pentagramme greffé dans un cristal, sculpté dans un cristal. Et c'était très important pour moi, c'était un symbole de pureté, d'engagement. Et un jour, ce cristal est tombé, je l'ai cassé. Et ça m'a fait énormément douter, je me suis dit, ben, je ne le mérite pas, voilà, c'est pour ça que... Et le maître Omram, ce jour-là, m'a dit, non, tu ne comprends pas, c'est parce que maintenant le cristal est en toi, pour toujours. Parce que la pureté, elle est dans ton cœur. Et c'est cela, l'enseignement du maître Omram, c'est d'avoir les choses en nous,
de ne pas être dans les apparences, de ne pas piquer la canne d'un monsieur qui est mort seul parce qu'il devait être divin, mais d'avoir la liberté d'action, d'accomplir les choses simples et pures qui ont été représentées par un homme qui a tout fait dans ses capacités, même si ce n'était pas parfait, pour représenter ce qu'il enseignait. Voilà ce que je peux dire pour résumer un peu la vie et mort du maître Omraam. Évidemment, je n'ai jamais eu la prétention de résumer toute sa vie. Il a vécu 86 ans, donc 86 ans d'intensité, d'aventure, de choses très culottées qu'il a pu faire, parfois même très barges, si je puis dire, dans le bon ou dans le mauvais sens, quoi qu'il en soit. C'est un homme qui a été vivre en Inde, qui a voyagé à droite à gauche, qui a été dans plein de pays, qui a fait des choses insensées. Peut-être une dernière chose que je peux dire sur le bon fin et qui m'énervait profondément, encore un problème profond, c'est que lorsque le maître Omraam est arrivé en France, c'était en 1936 ou 37, je crois. Et le protocole, c'est qu'il lisait une phrase du maître Peter de Nov et il faisait une conférence autour de ça. Et un jour, il est arrivé et il y avait eu une terrible engueulade, il n'y a pas d'autre terme, entre le maître Peter de Nov et le maître Omraam. Et le maître Omraam a dit « Je ne veux plus entendre parler du maître Peter de Nov ». Et depuis ce jour-là, ce n'étaient plus des pensées du maître Peter de Nov, mais des pensées du maître Omraam qui étaient tirées d'une de ses conférences. Il lisait un tout petit passage, et de ce petit passage, il commençait à faire une conférence. Ça, on peut même le voir aujourd'hui sur Internet. Certaines choses qui sont présentées, on voit qu'il y a un petit papier qui a été désigné par quelqu'un d'autre, hein, c'était toujours une surprise pour lui, et il démarrait une conférence sur cette petite phrase-là, qui était tirée de ses propres conférences. Et avant, c'était des conférences du maître Peter de Nov. Et quand moi j'étais au bon fin, les gens étaient très irrespectueux envers le maître Peter de Nov. Ah oui, le maître Omraam, c'est un grand maître. C'est pas comme le maître Peter de Nov, qui était vraiment un petit clown. Et ça me mettait toujours énormément en colère. J'attribuais beaucoup ça au principe des arts martiaux, où on respecte ses maîtres, on honore ses maîtres. Et on ne peut pas dire que le maître Omraam est un grand maître s'il a lui-même été formé par un clown. Un grand maître est formé par un grand maître. Un grand maître d'âme, d'inspiration, recherche les plus hauts niveaux pour trouver l'enseignement le plus élevé. Et le fait que les gens ne respectent pas le maître Peter de Nov et adorent le maître Omraam comme ça, me mettait hors de moi. J'étais foudrage sur ces trucs-là. Et à chaque fois, je me moquais d'eux. Je disais, oui, bien sûr, donc Super Souris a été formé par Mickey Mouse. Évidemment, c'est tout à fait cohérent. Et c'est comme ça qu'il est devenu Super Souris. Et ça m'était insupportable aussi. Pourquoi est-ce qu'il s'était engueulé? Nous y reviendrons plus tard. Parce que ce sont des choses que j'ai apprises aussi avec le temps. Et il faut bien comprendre que quelqu'un qui est très inspiré, comme le maître Omraam, comme moi, je suis très inspiré, mais je ne suis pas le seul. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais récemment, j'ai parlé d'un monsieur, Mathieu, que je connais aussi, et qui est très proche de la vibration du maître Peter de Nov, du maître Omraam, qui est complètement dans ces vibrations-là. N'empêche que Mathieu, il n'est pas parfait. Hein. Il fait des choses fantastiques, que je reviendrai sur lui aussi. Mais il n'est pas parfait, il n'a jamais prétendu être parfait. Donc quand on voit dans le maître Omraam la perfection, il est absolument parfait. Donc s'il est parfait, et qu'un jour je découvre qu'il n'est pas parfait, comme des fois il est constipé ou la diarrhée, alors finalement c'est pas un maître. Mais un maître reconnaît son humanité. Il contrôle son humanité, il ne frustre pas son humanité. Il est humain. Il mange, il boit, il dort, il a besoin d'amour, il a besoin de reconnaissance, il a besoin d'être protégé, et il aurait eu besoin de mourir entouré par des gens qui l'aiment et qui le protègent jusqu'à la dernière seconde. Tout comme moi, j'aurais eu besoin de ne pas être seul dans cette maison, abandonné de tous, mais d'être entouré. Et Iji, tu as passé ta vie à aider, à enseigner, à aimer. Maintenant, tu es aveugle, tu es seul. Attends, on est là, on vient t'aider. Eh ben non. Mais si on me laisse le choix, si, j'aurais préféré ça. Hein. Évidemment.
Ah bon, Iji préfère ça, alors tout ce qu'il disait sur la lumière, sur les anges, c'était des mensonges. Mais non, pas du tout, ça n'a aucune contradiction. Le maître Omram, c'était la même chose. Un jour, il faisait la gymnastique, le maître Omram, et dans un mouvement, il est resté coincé. Et il n'y a personne qui a été l'aider. Et après, quand il faisait la conférence, il disait, bah, bien sûr, j'étais dans cette position, vous ne réagissez pas, je reste comme ça. Vous imaginez que je suis dans une position pour libérer un chakra où j'ai décidé de faire ça. Enfin, j'étais coincé, quoi. J'ai 80 ans, je n'étais pas là, hein. Donc on me l'a raconté, j'ai 80 ans ou 82 ans, ce temps-là. Je suis resté coincé, mon dos est coincé, vous pourriez venir m'aider, non? Ah mais non, le maître Omram n'est jamais coincé. Le maître Omram ne pleure pas. Le maître Omram ne fait pas des jeux avec les sardines pour donner au chat. Le maître Omram ne se moque pas des gens qui sont persuadés d'avoir le vrai groupe. Un jour, le maître Omram va dans un centre en Ardèche où il y a des disciples complètement hystériques, fanatiques, surtout sur le bio, mais vraiment fanatiques. Le bio n'est pas mauvais, hein. Mais ceci étant, le fanatisme est toujours mauvais. Et le maître Omram arrive là, et il arrive et il dit, ben, j'aimerais bien une tisane. Alors tout de suite les gens, ils courent, oui bien sûr maître, ils arrivent avec des branches. Elle lui dit, ah non, 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 moi j'aime pas les branches comme ça, non, non, moi je veux un petit sac. Une vraie tisane, quoi, enfin, vendue au magasin. Alors c'est l'horreur, quoi. Et ils courent de partout dans la maison et finissent par trouver dans un tiroir abandonné comme un petit truc. Ils disent, bah voilà, ah voilà, c'est exactement ce que je voulais, ça c'est bien. Bah maintenant je voudrais du sucre. Alors ils arrivent avec du miel. Ah non, 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 moi je voudrais du sucre. Le miel, j'aime pas, je supporte pas. Et c'est l'horreur parce qu'ils n'ont pas de sucre dans la maison, quoi. Donc ils courent de partout, ils savent pas quoi faire. Et pendant ce temps-là, le maître Omram avait ramassé, il se trouve qu'il avait ramassé des sucres dans un café avant. Et il déballe les sucres et les met dans la tisane. Et il en a mis au moins 10. Donc il y avait une couche horrible de sucre, quoi. Et puis ils sont arrivés, ils ont vu ça, ils étaient horrifiés, il a touillé. Comme si, ah voilà, ça c'est une tisane que j'aime, ça c'est vraiment excellent. Et en fait, il faut savoir que très souvent, il prenait des tisanes classiques, normales, on va dire, avec du miel. Donc il a fait ça juste pour déranger. Et après, il leur a parlé en leur disant que le fanatisme n'était pas bon, qu'il était bon d'être tourné vers tout et que la vie est partout, que l'univers est partout. Si c'est universel, nous faisons partie de cet univers. Nous ne sommes pas à observer l'univers, nous sommes à l'intérieur de l'univers. Et toute forme fanatique de pensée nous isole à l'intérieur d'une bulle de croyance et d'obsession. Donc il faut avoir une direction, mais accepter les vents qui soufflent, regarder les gens dans leurs qualités et leurs défauts, et être ouvert à toute chose. Et c'était exactement pour cela que je suis devenu le disciple et le frère du maître Omram. Pour ce courant de vérité, de simplicité, de jeu. Cet homme qui est mort de rire devant le catch, parce qu'en ce temps-là, il trouvait ça très drôle, ou devant John Wayne, ou qui se moque des gens fanatiques, ou qui pleure quand ses disciples se comportent comme des rats. Ça, c'est l'être que j'aime et que je respecte. C'est la vie et la mort du maître Omram, qui a passé sa vie à essayer de guider des gens, qui a passé sa vie à être dans la tristesse, parce qu'il a si souvent été trahi, incompris. C'est la vie et la mort du maître Omram.